Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver donc comme chaque week-end pour une analyse hebdomadaire donc des marchés financiers, des différents indices, des matières premières, la paire euro-dollar, en ce moment ça va nous intéresser, et derrière des actions qui sont dans des dispositions intéressantes. On va arrêter de dire acheteuse puisqu'il n'y a plus grand chose. Donc du coup, ce qu'on va se dire cette semaine compliquée bien entendu, mais je dirais ce qui est plus compliqué, c'est d'entrevoir la suite. Donc, on va naviguer à vue. Je l'ai écrit aujourd'hui dans l'article pour celles et ceux qui suivent un petit peu mon portefeuille, mes positions. Ce qui pour moi maintenant est assez compliqué, c'est que on a une situation qui est à la fois similaire, mais à la fois différente de ce qu'on a vécu sur le premier confinement. On a un confinement en France. Est-ce que, en Europe, ça devrait se généraliser. C'est un confinement, mais un petit peu moins strict que le premier, mais bon, quand même, ça impacte l'économie, bien entendu. Les taux sont bas, donc on va prendre encore plus de dettes, il y aura encore plus de stimulus. La Banque Centrale Européenne a déjà dit qu'ils tireront d'autres cartouches. Je pars du principe, pour moi, qu'il existe encore des cartouches à ce stade-là, que l'ingénierie financière n'a quelque part pas de limite, donc ils sauront créer des choses. Ce qui derrière me posera un petit peu plus de problèmes et ce qui pour moi sera un risque et potentiellement pas un signe noir parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu mais plus un signe gris, donc c'est si on devait avoir la remontée des taux long terme. Donc ça c'est à regarder, je dirais, dans le coin de l'œil. Pour celles et ceux qui sont en bourse déjà depuis un petit moment, vous savez que fin 2018, par exemple, on était dans une remontée des taux aux US. Yellen était en train de remonter les taux à cette époque-là, et on avait eu donc les taux court terme, on parle de ceux qui sont induits par les banques centrales, et les taux long terme, ceux qui sont induits par le marché, eux également étaient en train de pas mal remonter, et ça avait mis une grosse pression sur les marchés actions notamment, et puis les autres actifs d'une manière générale, et surtout donc sur la Fed qui avait stoppé net et même quelques mois après rebaissé ses taux directeurs, ce qui nous avait permis d'engager un bon rebond et une bonne relance en 2019. Cet aparté étant fait, l'idée c'est de garder un œil sur ça, parce que l'idée sur les marchés, c'est toujours de se dire, ok, on a une situation. En mars, on ne savait pas ce que c'était le Covid. On ne l'appelait même pas le Covid. On ne savait pas à quel point ça allait nous impacter, combien de temps ça allait durer, le confinement, le truc, le machin. Et dès qu'on avait confiné les populations, le marché était remonté. Et donc là, à partir du moment où on parle confinement, certaines personnes peuvent penser qu'il va se passer la même chose. Moi, je parle toujours du principe qu'en bourse, et en bourse seulement peut-être, les mêmes causes ne mènent pas forcément aux mêmes effets. Donc il faut faire attention par rapport à ça, et il faut plutôt juger ce que l'on voit qui se passe devant nos yeux, plutôt qu'essayer de se projeter là-dessus. Parce qu'évidemment, c'est un exercice très dangereux, très périlleux. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est que ce qui va être très intéressant, je pense, sur ces prochaines semaines, prochains mois, c'est qu'on va être ballotté de part et d'autre. Parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de liquidités, il y a énormément de cash. Les banques centrales vont continuer d'envoyer. Donc derrière, on a des fonds, des gestionnaires qui, pour l'essentiel, étaient quand même pas mal cash et avaient loupé l'essentiel de la hausse. Et pour l'essentiel d'entre eux, donc ils ont beaucoup de cash et puis il n'y a pas grand-chose où l'investir actuellement. Donc du coup, dès qu'on baissera une certaine proportion, il faut savoir que ce cash va chercher à s'investir et continuer à s'investir, ce qui peut être évidemment un moteur pour en tout cas supporter. D'un autre côté, on a tous ces investisseurs, tous ces gérants qui ont également bien investi, surtout sur la technologie américaine, etc., qui ont fait donc une super année. Et comme je disais, moi, post les résultats des GAFAM, là, ce que je sens plutôt bien, c'est plutôt avec l'incertitude qui arrive avec les élections américaines, etc. On ne sait pas si Trump va gagner ou perdre, mais s'il perd, est-ce qu'il jouera avec le stimulus jusqu'en janvier ou pas, en justement le signant pas. Voilà, tout ça, c'est un certain nombre d'éléments qui peuvent être des éléments d'incertitude, et la bourse a horreur des incertitudes. Et justement, la bourse, c'est toujours la même chose. Et c'est ce qui s'était passé en mars, vous l'avez vu. À partir du moment où on a levé quelque part les incertitudes, c'est-à-dire qu'on avait les banques centrales, on savait qu'on allait être impacté sur l'économie, on avait réussi à chiffrer les risques, chiffrer qui allait être plus impacté que qui,
le marché s'est remis à investir. Il avait des liquidités, il était de toute façon, les banques centrales et le gouvernement ont injecté finalement ce qu'on a perdu en termes de PIB. Là, la question c'est, est-ce qu'on a les moyens d'injecter également ce qu'on va perdre en PIB? Moi je pense que oui, les taux de toute façon sont extrêmement bas. Et comme je vous ai dit, ce qui mettra une grosse pression, alors pas forcément tout de suite, dans des mois, voire des années, c'est la remontée des taux longs. Ça peut mettre une grosse pression sur le système. Donc du coup, c'est ça, à mon avis, que tout le monde doit plutôt regarder d'un coin de l'œil, plutôt que juste le coronavirus, le fait de se dire que la seconde vague va arriver aux États-Unis certainement aussi, que même s'ils font pas de confinement, ça impactera l'économie aussi. La Chine aussi, pour moi, c'est un gros point d'interrogation, même si aujourd'hui, ils ont l'air de très bien s'en sortir. Est-ce que potentiellement il ne peut pas avoir une pression un petit peu négative sur le marché à un moment donné où il commence à avoir un peu plus de cas? Donc tout un tas d'incertitudes, vous l'avez vu, il y a tout un tas de bonnes raisons, et les raisons qui nous ont fait acheter pas mal de titres ces derniers mois sont toujours là, mais il y a tout un tas de raisons également qui nous font être prudents aussi depuis plusieurs mois sur l'avenir, qui sont également là. Et donc, à mon avis, on va secouer tout ça, le vaccin, le truc, le machin, c'est toujours la même chose. Je pense qu'on va se faire balloter. Donc du coup, quand on sait ça, pour moi, c'est réduction du portefeuille, réduction de la taille des engagements, et trading un petit peu plus court terme, ou attente, tout simplement. On patiente d'avoir des meilleures configurations, ou alors on cible typiquement des configurations qui sont encore haussières. Et puis il y en a encore, bien entendu. Ce que vous avez vu, évidemment, c'est sur les petites caps, faire très attention, parce que les carnets d'ordre peuvent s'assécher très rapidement, et donc à un moment donné, il n'y a plus personne. Et donc ça aussi, ça peut faire rapidement très très mal. Donc attention sur les petites caps. Donc là aussi, ça peut être une sécurité en tant qu'investisseur. Si on a du mal à être hors marché, de plus aller chercher des grosses caps, parce que même si elles baissent, au moins on a une contrepartie pour se retourner et rapidement les vendre, éventuellement, dès que notre plan est caduc. Les petites caps, si on est trop gros, malheureusement, si on taille trop gros, on est parfois empêché de sortir. Je sais de ce dont je parle, ça m'arrive quand même assez souvent. Et donc là, le marché, je veux dire, quand on prend la position en règle générale, on a l'impression que le carnet d'ordre est bien rempli, et c'est quand le marché commence à avoir peur, etc., que les acheteurs désertent, que là on se dit, ah ben en fait, je suis trop gros là-dessus. Donc voilà, un petit peu ces éléments-là. Si on revient au graphique, eh ben on a tout cassé par le bas. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, hop, je trace mon oblique. Tant qu'on ne refermera pas ce gap, et je dirais même plus, mais commençons par le gap, tant qu'on ne va pas refermer le gap qu'on a ouvert mercredi sur le CAC 40, il n'y a pas de raison de croire que la hausse qui pourrait advenir ne soit plus qu'un rebond technique. Donc toujours à prendre avec des pincettes, et ce rebond technique éventuellement sera vu par des vendeurs pour vendre, justement. Donc vendre chaque rebond. Donc on a eu quand même une certaine résilience aujourd'hui du CAC 40, grâce notamment aux résultats de Total. On avait eu des bons résultats de Royal Dutch Shell hier, notamment aussi. Donc on a vu quand même les pétrolières, donc les grosses pétrolières qui annoncent des résultats, voilà, qui sont solides. Donc on sent également, surtout les dividendes qui sont maintenus, donc on sent également que les investisseurs peuvent être tentés d'aller chercher les actions qui sont massacrées et qui en effet, quand on va parler confinement, on va parler moins de consommation de pétrole, etc. et qui donc baisse du baril, etc. On en reparlera. Mais du coup, ces secteurs-là qui vont être impactés. Mais à contrario de ça, on a déjà eu des grosses baisses sur ces titres-là, et on est déjà revenu à des niveaux de valorisation très attractifs aujourd'hui. Donc on sent toute la dualité du marché, à la fois voilà, de se dire oui, on est dans un facteur de risque, mais il y a également un paquet d'éléments qui sont également des éléments qui peuvent motiver une demande. Donc il va falloir jongler avec tout ça, et on va naviguer à vue. Ce que l'on voit graphiquement parlant, c'est pour moi, voilà, c'est très difficile là, le stade de dire, on peut très bien continuer un rebond technique en effet, mais tant qu'on ne refermera pas ce gap-là, et tant qu'on n'ira pas au-dessus des 4780 points, pour moi, c'est un rebond technique qui ne remet absolument pas en cause le signal vendeur qui a été donné donc mardi. C'est mardi que le signal vendeur a été donné, et mercredi, donc on est arrivé sur la purge.
Et à contrario de cela, hein, on l'a vu, les 4520 ont pas mal résisté. S'ils cassent par le bas, donc, on ouvre une porte, je dirais, sur les 4440, qui est quelque part un petit peu le dernier support que j'ai avant les 4370 points et un petit gap ici, les 4330 points. Voilà, donc on ne néglige pas que le marché peut jouer à se faire peur, on le voit le week-end. Les médias parlent du nombre de cas, du nombre de décès, etc. Pour l'instant, c'est essentiellement l'Europe qui fait peur, bien entendu, mais on a acté le confinement en Europe. Quelque part, on a pricé. Je pense qu'on a déjà intégré le pricing. Ce qui, moi, maintenant, la suite, pour moi, ça se passe aux US. Et on l'a vu, la tech corrige parce qu'on prend des profits. Mais jusqu'où elle peut corriger et à partir de quel moment elle va attirer, puisque je pars du principe que les secteurs qui ont très bien fonctionné ces derniers mois purgent parce qu'on prend des profits, mais il faudra considérer quand même revenir à l'achat pour jouer des rebonds avant tout sur ces secteurs d'activité-là. C'est eux qui profiteront, on va dire, du rebond lorsqu'il se mettra en place. Mais en attendant, il y a des prises de profit qui peuvent être assez sensibles justement parce qu'il y a un paquet de géants qui vont vouloir sécuriser la perf de l'année pour faire les belles brochures marketing pour l'année prochaine et pour essayer d'attirer tout un tas de nouveaux fonds, bien entendu, c'est le nerf de la guerre. Et à côté de ça, tout un tas d'autres gestionnaires ou les mêmes qui ont encore plein de liquidités et il faudra donc aussi avoir une volonté de se réinvestir. Et donc je pense que c'est ça pour moi qui va être très intéressant. Et le quid, c'est quel est le niveau. Donc si je regarde le CAC 40, moi je pars du principe que je pense qu'il y a pas mal de géants qui vont être très intéressés quand même entre les 4003 et les 4004. Je pense que ça va être une zone qui va intéresser pas mal de monde. Et après, voilà, je pense qu'il faudra s'attendre à quand même pas mal de zigzags. Ce qui est sûr, c'est que la tendance est dorénavant baissière, et donc la moindre hausse est à interpréter comme un rebond. Ça peut être fort, il peut y avoir de la volatilité. Comme je dis, on peut se faire balloter entre le verre à moitié vide, le verre à moitié plein pendant pas mal de temps, mais dorénavant, clairement, il va falloir avoir une mentalité un peu plus prendre ce qu'il y a à prendre, plutôt que de jouer des tendances à moins évidemment d'être axés fondamentaux et long terme, où là on va rentrer des positions qui graphiquement ne sont pas dans des bonnes dispositions, mais on rentre limite en se disant je ferme le PC et je le réouvre dans 2 ans, et logiquement j'ai acheté un bon business à un bon prix, donc même si je n'ai pas acheté le plus bas, je m'y retrouverai. Donc voilà un petit peu au niveau du CAC 40, pour moi ce sont les niveaux, pour moi on est au milieu du gué là, donc attention à lundi. La crainte que j'ai, c'est que voilà, qu'on utilise à nouveau les week-ends pour jouer à se faire peur et que donc on ouvre des gaps baissiers le lundi, donc je me méfie par rapport à ça, mais sinon on va naviguer à vue, séance après séance, tout au long de la semaine. Si on regarde au niveau du Nasdaq, donc on a la vente des résultats des GAFAM. Pour moi, le gros morceau, alors on est en train de tester là la zone des 11 000 points. Pour moi, sous les 11 500 dorénavant, on n'a pas de retour et de relance de la tendance haussière. On est dans une congestion neutralisation où j'ai un support ici sur la zone des 10 008. Après, il y a les 10 007. Et après, bon, il y aura les 10 005, mais on va procéder par étapes. J'attends vraiment de voir la réaction qu'il peut y avoir sur cette oblique ici, sur la zone des 10 800 points. Donc c'est important pour moi de voir si on a de la réaction, justement on peut rebondir, mais globalement, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va être coincé entre cette zone des 10 008 et cette zone des 11 500 points. Et pour moi, là, c'est le no man's land, c'est du zigzag, il y a du trading à faire avec des rebonds, ce que vous voulez, mais il faudra attendre, soit de recasser par le haut pour relancer la tendance haussière, on y croit un petit peu moyen pour le moment, soit que ça casse par le bas et qu'on purge un petit peu plus fort. Et là où je pense qu'il y a pas mal de gros qui seront intéressés pour revenir sur la tech notamment, je pense que c'est si on purge à nouveau vers la zone des 10 000 points. Et je serai parmi ceux-là, si j'ai la capacité d'être devant les écrans à ce moment-là ou de pouvoir placer mes épuisettes, etc., à titre personnel, c'est ce qui m'intéressera pour venir derrière jouer rebond sur la plupart des GAFAM et la plupart des techs.
Au niveau du Brent, mais donc là, moi je suis plus en mode j'attends. Au niveau du Brent, bon, pas de surprise, hein, on avait dégradé en début de semaine et puis on a tout percé là. Donc là aussi, on est en train d'acter sur le pétrole, fort logiquement, la dégradation et la redégradation économique donc pour le 4e trimestre. Au moment où finalement on a les chiffres du 3e trimestre qui sortent et qui sont bons et qui prouvent la reprise, là, le marché va pricer justement l'impact des différents confinements qui vont se mettre en place sur le 4e trimestre. Donc en gros, voilà, si on est long terme, il faut déjà réfléchir à 2021, quoi. Il faut oublier le 4e trimestre. Brent, donc voilà un petit peu où on en est, pas grand chose à se dire. Là aussi, c'est une tendance baissière qui se relance sous les 41 $. Alors on a une zone ici sur les 37, bon, moi, je pars du principe qu'éventuellement les 35 sont une possibilité. Mais il n'y a pas d'indication pour jouer la hausse. On est dans une dégradation, hein, globalement. Ça dégrade, donc dorénavant, il faut lever un petit peu le pied et laisser un petit peu tout ça se décanter, se dégrader et arriver sur des niveaux de support pour voir un petit peu justement là où ça avance. Et là où c'est très intéressant, c'est l'or. Et là, c'est exactement la même chose qu'en mars. Donc dites-vous bien, pourquoi l'or ne monte pas en tant que valeur refuge, du coup en tant que protection ? Et il faut vous dire que l'or, il est monté en même temps que la hausse des actions pendant ces derniers mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai tellement de cash qu'en même temps que j'achète des actions, j'achète également de la protection. Et donc j'achète de l'or. Et donc quand mes actions commencent à se casser la gueule, etc., que je commence à me prendre des tirs, je vends aussi de l'or. Je vends un petit peu de ma protection, justement, de ma couverture pour compenser. Donc en fait, et je retourne surtout à du cash, donc à des liquidités pour patienter du coup et revenir. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est derrière, si on acte réellement la crise, la peur, la remontée des taux, etc., c'est là où ça va être très intéressant pour voir les impacts dollar. Et puis le dollar également, vous devez lier la hausse ou la baisse de l'or au dollar également, puisque le dollar sert de refuge, c'est le cash et le dollar et le yen aussi qui servent de refuge, et l'or à ce stade-là, pour l'instant, on le voit, il sert surtout de couverture, et là on lâche un petit peu la couverture pour revenir à du cash ou aller chercher du dollar en vraie couverture. Donc ce qui nous intéressera vraiment sur l'or, donc, c'est la fin de ce biseau descendant. Donc pour l'instant, on continue de naviguer à l'intérieur. La tendance est toujours haussière, la tendance de fond, moyen terme, long terme, est toujours haussière sur l'or, bien entendu. Mais pour la relancer, vous le voyez, il faudra repasser les 1900, 1930 $. Et à court terme, il y a potentiellement cette envie du marché de surtout revenir à des liquidités. Donc en termes de protection, pas forcément d'aller chercher de l'or. De toute façon, il n'y a pas d'inflation. Il y a tout un tas de risques et de choses qui peuvent vous faire investir sur l'or pour un horizon long terme, qui ne sont pas actés pour le moment. Donc on a plus des comportements court terme qui sont uniquement des changements de couverture. Pour l'argent, c'est la même idée. On est toujours dans une tendance de fond haussière, mais à court terme, vous voyez, on est dans une congestion. Donc il faudra là redépasser les 25 $ pour relancer la tendance haussière sur l'argent. En attendant, on est en train de construire. Et derrière, sur l'euro-dollar, c'est ça qui nous intéresse. On a donc l'euro qui est en train de s'affaisser après une tentative de sortie par le haut, tout simplement parce que voilà, on a un retour valeur dollar, valeur refuge. Donc on sent bien que sur cette baisse-là des marchés, pour l'instant, les opérateurs pensent surtout protection, cash, dollar. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir au fur et à mesure, justement, est-ce qu'on va revenir prendre du risque ou au contraire, est-ce que derrière, on va vraiment aller chercher de la protection pour vraiment se couvrir sur un certain nombre d'éléments. Et là, à ce stade-là, donc, on a la baisse de l'euro, ce qui est favorable quelque part à un investisseur qui investit en dollars, qui investit sur des valeurs US. Donc, bon, la zone là, évidemment, c'est si on fait un petit peu d'analyse quand même au-delà des commentaires plus fonda, cassure des 1,16, ça nous ouvrirait, je dirais, la voie des 1,15. Pour moi, la tendance va rester haussière à moyen terme sur l'euro-dollar. Le retournement, pour moi, n'est absolument pas remis en question tant qu'on tient cette zone des 1,14. Donc ça peut être éventuellement aussi une cible.
On va passer aux actions. Évidemment, il n'y a pas grand-chose, c'est cette liste ici, il n'y a pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les actions qu'on avait l'habitude de voir, puisque la semaine dernière, ce qu'on s'était dit, c'était il y a quand même pas mal de cycliques qui sont dans des configurations de congestion assez intéressantes et on a des repères. Et parce qu'on a des repères, on peut mettre en place des plans. Alors cette semaine, ça a été très facile, puisque tout ça, ça a cassé par le bas. Donc tout de suite, tous les repères cassés par le bas, signaux baissiers évidemment. Donc vous ne devez plus être en position, bien entendu. Quand on est dans des tendances baissières de toute façon et qu'on tente éventuellement des rebonds, en anticipation en plus parce que vous n'avez pas la cassure haussière encore, si je prends l'exemple ici d'Air France, dès que vous avez la cassure par le bas, c'est terminé. Le plan est caduc, donc je vous l'avais dit la semaine dernière notamment. Donc là c'est ce qui s'est passé, bien entendu, pas de surprise sur les secteurs qui sont les plus impactés vis-à-vis de confinement, etc. Donc Air France c'est le cas. On est revenu, vous le voyez, sur cette oblique descendante baissière, on est en train d'y réagir un petit peu, mais bon, là, dorénavant, il faut être très prudent et il va falloir patienter un nouveau signal. Et du coup, le repère dorénavant pour se dire, tiens, les valeurs cycliques redeviennent intéressantes, c'est les gaps qui ont été ouverts cette semaine. Donc tant que ces gaps-là ne sont pas refermés, vous êtes dans le signal baissier, donc on laisse tomber, mis à part pour les traders de très court terme qui vont faire des allers-retours et profiter de la volatilité ambiante. Pour les autres qui sont plus moyen terme, etc., vous n'avez pas de signal pour revenir sur ces dossiers-là tant qu'on ne va pas refermer en premier lieu ce gap. C'est aussi simple que ça. Airbus, c'est la même chose. Cassure par le bas, le gap qu'on avait ouvert, on l'a refermé avec les résultats, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas les 67 €. Donc là, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment on va dégrader. Est-ce qu'on va le faire en finesse ou est-ce qu'on va le faire comme un bourrin? Là, clairement, on est dans des dispositions avec des probabilités qui ne sont pas à l'avantage de l'investisseur. Il faudra revenir au-dessus des 67 € pour ça. Mais toujours est-il, ces valeurs-là s'observent, on n'arrête pas de les suivre, on les suit pas pour acheter, mais on les suit parce qu'elles nous servent d'indicateur de sentiment de marché. Ça nous servira pour savoir est-ce que le marché est vraiment en train de perdre confiance et du coup va tout balarguer, etc. Ou est-ce que quand même ils se disent ces valeurs-là, oui, elles sont impactées par le second confinement, oui, le second vague Covid, c'est pas fini, etc. Et tant qu'il n'y a pas un vaccin, et même s'il y a un vaccin, parce ça prendra du temps pour que les gens se fassent vacciner, le produire, etc. Tout ça prendra du temps et donc avant que l'économie se relève, bref, on peut pousser ça plus loin. Mais toujours est-il, le marché vous dira quand il reprend confiance. Là, en termes d'indicateurs, là la confiance est partie, donc on ne se met pas en face. Tout un tas de dossiers, là, je veux dire, c'est pas le moment de rien faire non plus sur le marché. Il y a des moments pour tout sur le marché. Il y a des moments pour acheter, il y a des moments pour vendre, il y a des moments pour rien faire. Mais quand on dit pour rien faire, ça veut dire pour observer, pour préparer vos listes, pour préparer les valeurs qui vont vous intéresser. Alstom, par exemple, ça fait partie de ces valeurs-là qui vont intéresser. Donc là, c'est en train de purger. Jusqu'où on n'en sait trop rien. On peut tracer des supports et au fur et à mesure, on en tracera d'autres. Mais globalement, voilà, il va y avoir une réaction à un moment donné. Ça va construire. Et ça, voilà, au fur et à mesure, ça s'observe et on peut commencer, après, au bout d'un moment, on pourra commencer à tracer des plans. Et ça, voilà, ça fait partie des valeurs, des bons dossiers, etc. Vous les gardez sous le coude et on va avoir des constructions qui, au fur et à mesure, vont nous permettre de revenir sur ce genre de dossier-là. Et en règle générale, les bons dossiers, c'est ceux qui sont les plus faciles à trader, même pour du rebond, parce que vous avez la contrepartie, et c'est ceux qui rebondiront en premier lieu, parce que c'est ceux où on va revenir en premier lieu, justement, plutôt que les canards un petit peu boiteux, les dossiers mal aimés, et ceux qui sont un peu plus impactés. Amazon, ça c'est juste pour faire un petit focus également donc, sur la tech, donc on vend les résultats également, donc globalement on a dégradé la tendance dorénavant sous les 3200, donc sous les 3200 on passe en mode correctif. Pour moi j'ai la zone là des 2900 $ qui fait un appel du pied, ça ne veut pas dire qu'on va y aller en un coup, éventuellement on peut faire du rebond technique à ce stade là, mais on est en dégradation. Donc qu'on y aille en un coup ou qu'on y aille en escalier, pour moi je pars du principe que de toute façon il n'y a plus de signaux haussiers dorénavant. Donc on est en mode attente tout simplement. Ce qui est très intéressant également, c'est que ces dossiers-là, ça va être, malgré leur correction, ça va être les premiers à se faire racheter. Donc ça sera très intéressant de voir les réactions. Mais au fur et à mesure, voilà, on est en train petit à petit de dégrader la tendance, même si ça reste une tendance haussière de fond, bien entendu. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va continuer à intéresser pour les rebonds. Et il faut privilégier donc plutôt ces valeurs qui gardent une tendance haussière de fond, qui corrigent
à court terme, mais du coup, si vous voulez jouer des rebonds, c'est sur ces valeurs-là qu'il sera plus intéressant de le faire. Amundi, c'est la même chose, ça purge, mais on voit, ça n'a pas commencé hier, hein, bien entendu. On commence à avoir des mèches basses, on commence à avoir des réactions, bien entendu, c'est un petit peu prématuré à ce stade-là, mais juste parce que vous avez eu pas mal de volatilité à la baisse également, vous pouvez avoir des rebonds assez rapides. Ça aussi, ça peut vous apporter. C'est pas le titre le plus liquide du monde, mais bon, quand on n'a pas un portefeuille de gestionnaire, c'est suffisamment liquide ça pour qu'on puisse s'amuser également. Aporab, même chose, hein, on a gapé, donc en dessous du gap c'est terminé dorénavant. Il y a peut-être ce petit support là horizontal ou oblique qui peut permettre de faire du rebond technique, mais là c'est du rebond uniquement technique, hein, court terme. Et après il va nous falloir plus de chandeliers pour pouvoir argumenter la suite. Mais là clairement on est un petit peu sorti justement du mode suivi de tendance, on est plus en mode juste rebond technique, faire des allers-retours. Apple c'est la même chose, hein, on n'avait pas attendu hier et les résultats pour dégrader, hein, on avait déjà commencé à bien dégrader sous les 120 $. Là on est en train d'arriver sur une zone potentiellement support, hop, cette zone là qui peut faire support, et si ça lâche, hein, au-delà des 103 $ qui avaient servi de support, et ce gap ici, qui fera un appel du pied si jamais on vient à rompre ces 103 $. Et pour moi, ça serait également un appel du pied pour pas mal de gérants, éventuellement, pour revenir sur cette zone ici. Donc à observer au fur et à mesure. Atari, bon, il y a eu une bonne spécu haussière, on a la correction qui se met en place. Pour celles et ceux qui veulent tenter éventuellement des relances, vous avez cette zone, hein, des 35 centimes d'euros à 37 centimes d'euros qui peut être une bonne zone. Atos aussi, ça fait partie de ces dossiers évidemment qui se font massacrer. Bon, il y a SAP qui n'a pas aidé, évidemment, mais là aussi on ouvre pas mal de gaps. Il y aura certainement de la volatilité en termes de rebond. Bon, voilà, ça fait partie des valeurs qu'on peut trader en attendant d'avoir des signaux un peu plus moyen terme pour recommencer à prendre des positions moyen terme. Mais là, clairement, on a dégradé pour un petit moment, hein, ce type de tendance-là. Hein. Donc au passage, vous voyez, les biseaux descendants, c'est super. Et quand ça casse par le bas, ça fait pas à moitié, ça crée des sell-off. Hein. Même chose pour les biseaux ascendants, qu'on a l'habitude, tout le monde vous dit, ça casse tout le temps par le bas, etc. C'est faux. Un biseau ascendant, justement, où tout le monde anticipe que ça casse par le bas, quand ça casse par le haut, ça crée des exponentielles à la hausse. Biseau descendant, donc l'inverse. Beneteau donc a plutôt bien réagi, on voit également qu'il a bien purgé, on a des bonnes réactions, donc on a quand même des acheteurs, on a des fonds. C'est ça aussi qui va être intéressant dans cette seconde vague, c'est-à-dire la première vague, finalement les gens n'avaient pas ressenti la crise encore, puisque les gouvernements étaient venus, donc les gens ne perdaient pas leur emploi, alors je parle plutôt en Europe, où on a une sauvegarde de l'emploi plus qu'aux États-Unis, où là ça a giclé bien entendu, parce qu'ils sont beaucoup plus souples dans leur gestion, mais concrètement, là ce que je ressens peut-être sur cette seconde vague, d'une part, ce que je ressens sur cette seconde vague, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont impactés et malades qu'à la première vague où j'avais quasiment aucune de mes connaissances qui était impactée. Alors, est-ce qu'ils étaient impactés, mais on ne le savait pas parce que personne n'a été testé, ça c'est un débat ouvert. Et puis, deuxièmement, il y a aussi beaucoup plus de personnes maintenant qui ont peur de l'avenir, alors qu'il y a 6 mois, c'était un choc exogène et donc on se disait peut-être il n'y a qu'une seule vague, etc. Même si évidemment l'histoire nous a appris autre chose, mais toujours est-il, les gens étaient toujours dans un certain optimisme, alors que là maintenant, les entreprises sont vraiment en train de sucrer. On est vraiment en train de rentrer dans une peur de l'avenir, donc tout ça, ça impacte la confiance, etc. Je veux dire, même si les gouvernements ils injectent énormément de pognon, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investissement. Et donc même si le robinet du crédit est ouvert, c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a encore une motivation. Il y a encore la semaine dernière, je regardais les stats US, notamment de la création d'entreprises, c'était énorme, c'était des records. Donc on sentait que vraiment le Covid était un choc exogène, hein, qu'on n'était pas dans une fin de cycle d'expansion économique, on était encore dans le cycle expansionniste d'économie, mais on avait un choc exogène et puis on permettait de reprendre. Et on le sent ça parce que vous avez toujours des projets, de l'investissement, du crédit, donc on sent que la machine tourne toujours. Grâce aux banques centrales, évidemment, qui ont bien réagi rapidement pour éviter de gripper tout cela. Et là, sur cette seconde vague, pour moi, c'est ça que je vais regarder vraiment. C'est, est-ce qu'on va continuer justement d'avoir le robinet ouvert, mais
pas que le robinet ouvert, d'avoir aussi tout un tas de personnes qui sont positives, optimistes et qui font des projets, prennent des investissements et lancent des affaires? Ou est-ce que justement la confiance va commencer à s'éroder et malgré le fait qu'on ait beaucoup de pognon, personne va vouloir se lancer dans des nouvelles aventures, dans de nouveaux projets. Et c'est ça justement qui potentiellement peut, plus tard, ça se passe pas du jour au lendemain, qui plus tard peut nous mettre dans un changement de cycle économique et donc passer de l'expansion à quelque chose de plus récessionniste, mais à plus moyen terme, et donc réellement à ce moment-là parler de crise économique. Mais pas encore à ce stade-là, et il nous faudra encore des billes, et je pense que on peut anticiper tout un tas de choses, mais clairement aujourd'hui va falloir attendre pour juger. Donc voilà, Beneteau qui réagit bien avec une belle mèche, etc. Ça risque de rester volatile. Les 7,50 €, vous devez utiliser si on les recasse par le bas. Là, cette fois-ci, par contre, il ne faudra pas oublier de sortir. Biocartis, j'ai oublié de sortir. Et donc je le paye, ça fait partie du jeu. C'était pas mal la configuration, bien entendu, mais vous avez un paquet de configurations qui étaient pas mal la semaine dernière qui n'ont pas résisté. Et donc on a pas mal sucré. Donc il peut y avoir pas mal de volatilité parce qu'on y est allé dans l'excès sur pas mal de small, évidemment. On y est allé dans l'excès, donc il peut y avoir des réactions. Mais graphiquement parlant, à moyen terme, on a quand même cassé pas mal la dynamique. Ça sera compliqué. CGG, c'est la même chose qu'Air France et compagnie. On avait une congestion ici qu'on casse par le bas, donc c'est pas terrible. Là, on tente les rebonds, mais c'est des rebonds techniques face aux excès, c'est tout, qui ne remettent absolument pas en cause la tendance. Donc c'est vraiment que pour du trading à ce stade-là. Il va nous falloir un paquet de chandeliers avant d'avoir quelque chose à nouveau d'intéressant pour éventuellement du moyen terme. Claranova également, qui est un dossier intéressant, mais qui casse par le bas aussi, qui va chercher cette zone-là des 5 €, qui est vraiment un gros morceau. Il faudra veiller à le tenir, celui-là. Donc voilà, pareil, en mode rebond ici, mais en mode rebond technique. Donc là aussi, ça va être, outre ces rebonds techniques qui sont en train de se lancer là, la suite pour moi est beaucoup plus incertaine. Donc il y a, je pense, pas mal de patience. Crédit Agricole, c'est la même chose, on casse par le bas. On peut avoir du rebond technique évidemment sur les anciens supports qui deviennent résistance, mais du coup maintenant qu'on a cassé par le bas, la tendance haussière est confirmée. Donc on relance la tendance baissière sur les banques. Donc là aussi, ça n'aide pas à la confiance. DBV Technologies, c'est une tendance baissière, bien entendu. La seule chose qui peut être intéressante sur cette valeur-là, c'est le fait qu'ils ont annoncé une trésorerie qui est au-delà de la capitalisation boursière. Alors, ça reste une biotech, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils continuent à cramer du pognon, donc c'est-à-dire que la trésorerie aujourd'hui est au-dessus de la capitalisation boursière, mais dans 3 mois, si on en reste au même cours, c'est plus le cas. On sera au niveau. Donc en gros, c'est juste éventuellement pour jouer de la spéculation de très court terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le business est valorisé à 0. Donc s'il y a une bonne nouvelle, une bonne news, c'est le type de valeur où je dirais ça ne sert à rien de trop l'anticiper, mais c'est le type de valeur où si vous avez une news justement qui peut faire croire au marché que le business est peut-être pas mort, que peut-être qu'ils vont relancer leur patch, leur machin, que la FDA va être plus sympa, va leur accorder une entrevue, ce que vous voulez, ça peut suffire, comme on cote la trésor, ça peut suffire derrière pour faire des rattrapages. Mais ça, voilà, c'est pour du trading, voilà, de nouvelles, il faut être un peu plus aguerri pour pouvoir jouer ce genre de choses. Le dirige bourse, ça fait partie des dossiers que j'apprécie bien, qui ont bien résisté. Il y a pas mal de dossiers qui ont bien résisté au début de la semaine, et puis ils ont fini par craquer. Donc c'est le cas de dirige bourse. Bon, alors, ça craque pas encore, ça reste tout à fait neutre. Mais disons qu'on était dans les bonnes dispositions pour casser par le haut et on n'y arrive pas. Donc le dépassement des 2,67 vraiment en objectif pour casser. Egide, pareil, on casse la bonne dynamique, c'est dommage. Alors c'est des titres qui peuvent pas mal bouger, mais là aussi on re-rentre en mode on patiente et il va falloir attendre. Idéalement, si on veut relancer la tendance haussière, il faut repasser les 90 centimes d'euros. Et si on passe sous les 73, 72, on voit. Là, par contre, on commencerait à annihiler tout espoir. EOS Imaging, c'est un petit peu la même chose, on est coincé là-dedans. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne casse pas l'une des deux boards pour un signal. Eramé, ça tient plutôt pas mal. Hop. Ce que je trouve intéressant, c'est cette oblique ici. Alors, je l'avais tracé la semaine dernière et j'avais que 2 points d'impact. J'avais dit qu'il va nous falloir un autre point d'impact pour la valider. On l'a eu cette semaine. Donc ça, on a cassé par le bas, ce petit truc. Ça n'a pas l'air très probant, donc je vire. Et l'idée, voilà, c'est que maintenant on se retrouve avec ce triangle symétrique. Alors bien entendu, la tendance est baissière de fond,
Et pour l'instant, on se dit que Erame est pas trop mal résilient sur cet aspect-là. Alors, on a plutôt envie de dire pour l'instant que ça reste du pullback, donc méfiance évidemment, vous cassez les 21,60 €, c'est terminé. Euronav, là, c'est une tendance baissière indéniable depuis un long moment. Si on achète ça, on achète avant tout les fondas. Le graphique, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez. Seulement si on croit à cette oblique-là et à cette zone des 6,20 €. On a refermé le gap, qui était mon objectif. J'ai pas mal accumulé, mais voilà, c'est une position que j'ai pas encore séparée sur les portefeuilles que je vous partage, mais parce que la position est combinée sur mon portefeuille, mais dans l'idée, je veux la gérer en deux parties. Une partie court terme pour faire du rebond technique et essayer d'optimiser le prix de revient, mais une partie que je vais conserver dans un esprit moyen-long terme. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la même idée là. Si on parle confinement et aux US on fait pareil, etc. Si on va vraiment au bout des choses, il faut encore patienter, on n'en sait rien, mais bon, on sent bien quand même que les US vont se prendre une seconde vague aussi. Ça serait quand même surprenant que non. Mais du coup, on va reparler de ce qui nous avait pas mal animé sur le mois d'avril-mai, avec les prix du pétrole négatif, etc. C'est surtout le stockage du pétrole. Donc tout ce qui est rubis, je ne l'ai pas mis ici, mais tout ce qui est valeur qui stocke, tout ce qui est rubis, mais c'est surtout derrière les tankers, parce que les silos sont rapidement pleins, et c'est surtout tout ce qui est tanker, etc., qui peut être pas mal en termes de pari. Bon là, graphiquement parlant, le marché est en train de nous dire que pour l'instant, c'est pas le truc auquel il pense. Mais voilà, ça fait partie des choses, des hypothèses de travail qu'il faut se garder sous le coude. Au niveau d'EuropaCorp, là aussi, bon, ils ont été renfloués, il y a pas mal de liquidités. Pour l'instant, le marché, il s'en fout. Ce que le marché y voit, c'est que l'industrie du film, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a cassé le support, on fait le pullback aujourd'hui, mais quid de la suite? En tout cas, là, sous les 70 centimes d'euros, on a cassé la dynamique. On a des valeurs qui résistent plutôt pas mal. Alors, c'est des tendances baissières, ça reste des tendances baissières, mais globalement, alors cette oblique, vous la retracerez un petit peu mieux, mais l'idée c'est qu'on a une bonne construction. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur des titres où les valeurs, malgré le Covid, la seconde vague, etc., confirment quand même leur rendement, confirment quand même leurs dividendes. Donc du coup, on a quand même, on revient chercher des valeurs un petit peu avec un aspect value et un aspect sécurité avec du dividende. Donc Eutelsat fait partie de cela. Il faudra dépasser cette zone des 9 €, évidemment, pour, graphiquement parlant, lancer une attaque vers les 9,50, 9,60. A contrario, évidemment, on repasse sous les 8,10 €. Scénario caduc, relance de la tendance baissière. Fnac, j'ai vu une news qui passait comme quoi ils allaient rester ouverts. Bon, graphiquement parlant, on voit c'est du rattrapage, donc on a beaucoup purgé. On fait du retracement, quasiment 38-50% sur beaucoup de valeurs. Et ça ne remet pas en cause le signal baissier pour ma part. Donc là, Fnac, pour moi, tant qu'on n'arrive pas à redéborder les 38 €, c'est du pullback. Donc c'est du rebond technique qui ne remet pas en cause le signal. Donc il va me falloir des chandeliers supplémentaires pour vraiment juger la suite. Genoway, c'est assez intéressant. Donc on a purgé jusqu'à l'ancienne oblique qui nous avait déclenché le signal d'achat. Donc ça a permis le rebond et on a validé la résistance là des 3,10 €. Donc en gros, on a une bonne zone de support sur les 2,40, une résistance sur les 3,10, faites vos jeux, et potentiellement de la construction encore à se mettre sous le nez. Groupe SFPI, ça fait partie des valeurs malheureusement, qui étaient bien parties, et puis patatras, on a tout cassé, là ça ressemble aussi à du pullback, donc on reste méfiant, en tout cas on a cassé la dynamique, scénario caduc, il nous faudra des chandeliers supplémentaires pour la suite. Hydrogénix, même chose, on avait fait une bonne tentative, crac, on a tout cassé, là aussi ça ressemble à du pullback. Bon, ça va être coincé, on voit, entre une zone là sur les 16,50 et des poussières, et cette zone est 19,50. Donc on va être coincé ici, on attendra. Soit on redéborde par le haut et on se remet à nouveau dans les bonnes dispositions, soit on casse par le bas. C'est une valeur qui peut être Covid, donc on a vu, avec le confinement, il y a un paquet de nouveaux traders également qui vont arriver ou qui vont revenir, parce que le boulot avait repris, et là maintenant ils vont peut-être revenir. Donc on sent aussi que sur pas mal de petites capes, bon, il y a du volume, il y a de l'envie, etc. Mais graphiquement parlant, voilà, ça manque encore de chandeliers pour nous donner des signaux. Kiadis également a bien rebondi, et c'est du pullback à ce stade-là. On avait une belle oblique descendante, on fait du pullback.
Donc il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour se dire est-ce que c'est juste du pullback ou est-ce qu'on construit. Mais avant de parler retournement, on a validé aujourd'hui qu'il faudra déborder les 1,55, sinon on dégrade. Lucas Bols, c'est pareil, on a dégradé tout le long, sous les 7,60€, c'est pas terrible. On va certainement refermer le gap ici, qui est aux alentours des 7,20€. Mais globalement, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 7,70, ça va rester compliqué, mais ça reste encore de la construction. Évidemment, sous les 6,90€, on relance la baisse. LVMH, même chose, il faudra regarder la Chine pour ça. Si la Chine, il y a les cas qui augmentent, etc., qui recommencent à confiner, le luxe va se prendre une benne une nouvelle fois, et on voit qu'à ce stade-là, il a déjà commencé à donner un signal vendeur, court terme, à ce stade-là. Et évidemment, comme on est gavé de luxe sur le CAC 40, il ne faudra pas, si la Chine à nouveau est impactée par le coronavirus, il ne faudra pas voir midi à 14h, il ne faudra pas espérer grand-chose sur le CAC 40, ça purgera également. Donc ce qui va m'intéresser là, à plus moyen terme, c'est cette zone ici sur les 370€. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en une fois, ça veut juste dire que pour moi, maintenant, dorénavant, sous les 420€, on a dégradé court terme. Et du coup, même si on fait du zigzag, etc., on commence quand même l'appel du pied sur les 380€, 370€, il y a de l'appel du pied. Et après, il faudra voir comment on va construire dans cette zone-là. Mais tout ce qu'on va faire dans cette zone-là, pour moi, c'est du zigzag. MDXF, c'est pareil, bonne configuration, qui était pas trop loin du départ avec des bons volumes, et là, poum, purgé. Alors on fait peut-être du pullback. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est de voir, est-ce qu'on fait que du pullback et du coup on repart à la baisse derrière, et là on valide vraiment que c'est des retournements baissiers, ou est-ce qu'on fait plus que du pullback, on arrive à revenir au-dessus des résistances, revenir les taper en support, et là on se dira, tiens, confinement, etc., ok, tout ce qu'on veut, mais on a quand même des réactions plutôt positives sur les valeurs. Évidemment, voilà, là on ne peut pas l'anticiper, il nous faut des chandeliers supplémentaires pour attendre de voir cela. Même Scap, pareil, ça a cassé par le bas, donc terminé. Là aussi, ça fait partie de ces petites valeurs, il faut faire attention, ces carnets d'ordre se vident très rapidement. Mais après, voilà, vous pouvez avoir une mentalité fondamentale. Toutes ces valeurs-là, la plupart d'entre elles ont sécurisé quand même pas mal de financement. Donc elles commencent à arriver sur leur niveau de trésorerie. Donc après, à moyen long terme, on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc., si ces entreprises pourront rester résilientes. Mais à court terme, ça peut se jouer éventuellement. Ça peut être un socle, une sécurité. Nextedia, ça continue d'être une belle tendance, on en avait parlé ces précédentes semaines, donc on a continué ce lundi notamment, puis après on a purgé, mais on est revenu sur cette zone, on voit des 70 jusqu'à 67 je dirais, une zone de support qui permet de tenter de relancer la hausse là, à ce stade-là, et potentiellement de construire, en tout cas ça reste une tendance haussière. Orange également, ça s'est bien goupillé, on voit, ça reste une tendance baissière de fond, mais on voit dès que les résultats sont pas trop dégueulasses, et qu'on rassure le marché justement en validant le dividende, c'est des valeurs qui servent refuge. Donc Orange, à nouveau, est en train de reprendre son statut défensif. Ça sera d'autant plus vrai si on arrive à casser les 9,75. J'en ai pas parlé, mais vous avez Carrefour, etc., tout ce qui est distribution, ça aussi, ça peut être valeur défensive pendant le Covid, bien entendu, puisque c'est la seule chose où vous allez faire vos courses. Pixium Vision, là aussi, on a beaucoup purgé, on fait un rebond au prorata, mais ça reste du rebond à ce stade-là. Il faudra redépasser les 60 centimes d'euros pour éventuellement se remettre dans des bonnes dispositions. Sinon, il va nous falloir des chandeliers supplémentaires. Quantum, on est allé sur l'objectif des 4,20€, donc maintenant quid, comment on va construire, mais ça reste propre, au-dessus des 3,10€. Royal Dutch Shell, comme je vous ai dit, on a eu une bonne réaction suite aux résultats, on a bien confirmé aujourd'hui. Donc là aussi, c'est du pétrole, bien entendu, c'est pas cool, mais graphiquement parlant, c'est baissier, mais on est peut-être en train de stopper l'hémorragie. Donc il faudra encore valider tout cela, mais on voit, on a des réactions, et donc on a quand même des investisseurs qui commencent à s'intéresser à ce type de dossier-là, d'un point de vue value. Donc malgré tout ce qui peut se passer à droite et à gauche, avec la baisse du pétrole, la crise, le machin, tout ce que vous pouvez vous dire qui va impacter négativement le pétrole, il faudra voir si c'est durable ou pas, mais on commence à avoir des signaux quand même d'intérêt sur ces pétrolières. Sanofi, par contre, elle continue de purger. On a cassé donc là les 84€, on a cassé les 80€, 80,80€ qui dorénavant font résistance. On aura une réaction à un moment donné ou pas. Je vois plutôt la zone des 73-74 éventuellement qui peut être une zone réactionnaire.
SES, c'est même chose que Eutelsat, mais on avait bien anticipé sur SES, c'était bien parti en amont de Eutelsat. Là, on est en train de construire. Bon, méfiance évidemment, si ça recasse par le bas, il y aura cette zone des 6-10 à tenir. Sinon, scénario caduc. Showroom privé, vente sur Internet, évidemment, ça aussi, ça fonctionne bien. Donc on continue, là, la tendance haussière de toute façon qui était instaurée depuis un petit moment. On voit que depuis qu'on reparle, reconfinement, couvre-feu, tout ce qu'on veut, les volumes énormes qui sont en train de se mettre en place là-dessus. Donc au-dessus des 1€, on reste positif. Il y a ce petit gap là, éventuellement, qui peut vous servir de soutien aussi. Société Générale, donc c'est une bancaire. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne casse pas cette oblique descendante par le haut, évidemment. Là, ce que l'on voit, c'est qu'on a gapé. On est en train plus ou moins de se servir d'un support ici, donc ça sera très intéressant de voir. Là, tant qu'on navigue là-dedans, c'est du rebond technique. Si on recasse par le haut, là on se dit tiens, les opérateurs ne broient pas du noir et plutôt ils jouent la confiance. Alors à voir qu'est-ce que le marché décide de voir comme élément de verre à moitié plein, bien entendu, mais ça fera partie des indicateurs qui vous servent à vous dire tiens, on reprend confiance sur le marché, donc il ne faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. A contrario, à ce stade-là, tant qu'on ne redépasse pas les 12€ et des brouettes, ça reste que du pullback. Le gros risque, c'est de mettre à un moment donné un gros chandelier ici qui cassera les 11€ et de relancer la tendance baissière. Et là, évidemment, c'est un indicateur qui vous dit c'est pas bon. Sur local, évidemment, c'est une tendance baissière. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je l'ai un petit peu anticipé à titre personnel. Tant qu'on ne recasse pas, vous voyez cette zone est 2 centimes 10. Et a fortiori les 2 centimes 30. Mais ça se regarde. Évidemment, on recasse par le bas les 1 centime 70, c'est terminé, scénario caduc, on ira chercher plus bas. Technip, c'est la même chose, les parapétrolières. Alors les pétrolières, elles, tiennent quand même plutôt tant bien que mal. Parapétrolières, beaucoup moins. Par contre, on le voit, Technip, de toute façon, a cassé cette zone des 5,20€ qui dorénavant servent de résistance. Alors, il peut y avoir évidemment des effets rebond technique, rattrapage, ce que vous voulez. Mais ça n'enlève en rien le fait que c'est une tendance baissière et que donc tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ces 5,30€, c'est du pullback uniquement, mais qui n'invalide pas la tendance baissière. Thales, c'est la même chose. On a eu cette belle congestion que je vous avais présentée la semaine dernière. Elle n'a pas fait long feu. On casse par le bas, c'est terminé. Il y aura éventuellement un pullback en mode rebond technique, mais pas grand-chose de plus pour l'instant à se mettre sous la dent. Teradiag, voilà, vous avez un paquet de valeurs Covid qui se sont mangées un petit peu cet après-midi, puisque vous avez une annonce que la France prenait des tests à botte. Donc évidemment, ça n'a pas plu aux différentes valeurs, comme Teradiag, qui était avec tout un tas de nouveaux tests là et qui pouvaient justement profiter de la situation. Donc l'idée, c'est qu'on a purgé. Si on reste en pur graphique, on se dit que tant qu'on tient la zone des 2,80 à 2,50, ma foi, ça reste positif et à moyen long terme. Et ça va rester volatile comme titre. Donc on peut jouer éventuellement des rebonds qui peuvent être quand même assez juteux. Mais voilà, ça, faut suivre quand même parce que ça bouge pas mal. Total, bon là c'est un petit peu moins bien que Royal Dutch Shell, on voit, la tendance baissière est renouvelée depuis qu'on a cassé cette zone des 27,70€ et des brouettes. Donc là on tente du rebond, mais ça reste du rebond technique à ce stade-là. Donc on peut tenter du rebond jusqu'à 27-28€. Alors ça nous a bien aidé aujourd'hui, Total et le pétrole en règle générale pour tenir un petit peu les indices. Mais on reste quand même en mode dégradé. Bon, on est quand même dans une zone de soutien qui est plutôt pas mal ici. Tiendra pas, rien n'est moins sûr. Et si ça tient pas, vous avez cette zone des 22€. Bien entendu, ça fait partie des dossiers d'un point de vue long terme qui peuvent être intéressants en mode j'achète, j'éteins le PC et je reviens dans 2 ans. Mais voilà, on va le commenter au fur et à mesure, bien entendu. Ubisoft, voilà, même chose, on se dit confinement, jeux vidéo, etc. Sauf que, évidemment, là, Macron a annoncé un mois de confinement. Est-ce que réellement on va pas pousser jusqu'à Noël? Je le pense. Ce que l'on voit sur pas mal d'éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft, il y avait eu CD Projekt également, eux, ils ont annoncé hier ou avant-hier, je sais plus. Mais en gros, ils ne veulent pas prendre de risques sur les ventes de Noël, etc. Et ils préfèrent repousser leurs jeux vidéo. Alors, je dirais qu'à court terme, évidemment, les titres n'apprécient pas, puisque c'était des blockbusters qui étaient éventuellement attendus, etc., pour faire pas mal de ventes.
Bon, ça reste quand même des valeurs, à mon avis, qui ont un éventail de jeux suffisant pour peut-être, pendant le confinement, continuer d'être plébiscité. Graphiquement parlant, on se dira, là, il y a un niveau à tenir sur les 73 €, surtout, je dirais, sur les 71 €. Si on passe en dessous, là, on commence un petit peu trop à dégrader. Unibail, bon, il n'y a pas grand-chose à se dire là-dessus. On a dégradé de toute manière. Cette zone-là des 36,50 € vous sert de résistance. Il y a possibilité de mettre une oblique également. Alors le dossier va être toujours spéculatif, avec le côté Laferniel et compagnie. Donc ce qui va nous intéresser éventuellement, c'est de déborder par le haut. Et là, on continue de jouer la spéculation là-dessus. Ça casse par le bas, on abdique et on reviendra chercher certainement les 30 €. Virbac, c'est la même chose, tout ce qui est animaux de compagnie, la bouffe, le truc, le machin, ça on sait que ça a très bien marché pendant le premier confinement. Là, on a purgé un petit peu comme tout le monde, mais ça reste un dossier qui pour l'instant annonce des très bons résultats et qui revient sur une zone qui peut être plébiscitée. Cette zone des 195 € éventuellement peut au moins permettre un rebond et plus il y a affinité, on verra la réaction. Volantis, ça continue de faire partie de ces dossiers, voilà, il y a énormément d'yeux là-dessus parce que c'est des grosses tendances bien expo. Donc quand vous avez les purges qui se mettent en place, c'est sur ce genre de titre-là que vous avez la possibilité éventuellement de jouer des rebonds assez juteux, mais il faut être devant l'écran quand même, parce que ça se passe assez vite. Donc ça fait partie des valeurs qui vont continuer de zigzaguer, mais qui restent quand même dans des mentalités haussières de fond. Et donc là-dessus, vous avez plus de probabilité, quand ça purge, d'éventuellement pouvoir choper du rebond technique, si tel est votre profil, bien entendu. XFAB, on est revenu, on est dans des bonnes dispositions sur XFAB. On est en embuscade sous cette oblique. Si le marché n'était pas aussi incertain et dégueulasse, ça ferait partie des dossiers où on se dirait, bon, je tenterais bien la sortie par le haut en anticipation. Là, il vaut mieux éviter l'anticipation, on attendra éventuellement le vrai break. Pour l'instant, on est revenu sur la résistance. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la capacité du titre d'arriver à rester au-dessus des 2,95 €. Sinon, s'il casse par le bas, scénario caduc, il faudra le remettre à plus tard. Mais ça fait partie de ces valeurs qui, pour l'instant, tiennent plutôt bien, construisent plutôt bien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'ai essayé d'être le plus complet possible, surtout dans cette période où je me doute bien que vous posez beaucoup de questions, vous avez peur, etc. Puis vous êtes reconfiné maintenant, donc vous avez plus de temps potentiellement donc, pour vous intéresser. Je serai encore prudent. Je pense qu'on manque cruellement de chandeliers pour se faire une opinion un petit peu plus certaine. On n'est jamais certain de rien. Mais sinon, on rentre dans une période où je pense qu'on va se faire balloter de part et d'autre, comme je vous l'ai dit, avec verre à moitié plein, verre à moitié vide. À tout moment, vous pouvez avoir une news X ou Y qui permet au marché d'espérer, et puis ou alors, à contrario, qui fait déprimer le marché. Mais en tout cas, graphiquement parlant, on a quand même nettement dégradé les tendances, lancé pour la plupart des signaux baissiers. Donc mis à part les pullbacks et les rebonds techniques qu'on a pu avoir ces 2 derniers jours sur pas mal de valeurs et qui potentiellement peuvent perdurer, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes, rester prudent et attendre d'avoir des chandeliers supplémentaires qui vont nous permettre un petit peu plus de fixer la chose pour la suite et à préparer des plans peut-être un petit peu plus robustes, à moins d'être juste en mode très court terme et de juste faire des allers-retours en mode très court terme, bien entendu, un profil complètement différent. Voilà, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker la vidéo, à la partager, ça fait plaisir, ça motive également à continuer de vous voir de plus en plus nombreux chaque semaine. Et de voir que ça peut vous aider, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire également, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux. Je vous souhaite un excellent week-end, n'oubliez pas de vous reposer, c'est ça surtout qui est très important, être frais et disposé pour la prochaine semaine de trading. Excellent week-end à vous les graphes, bon confinement, essayez quand même d'en profiter d'une manière ou d'une autre tant qu'on peut. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour continuer de commenter et de naviguer à vue. Clairement, je pense que ça va être la suite à donner. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.